Bonjour, bienvenue à la formation Arbitre 2023, traçons la ligne ensemble. Bonjour, mon nom est Sébastien Gauthier. Je suis interprète des règles FIBA pour le Québec et également vice-président du CPA. Depuis plusieurs années, la relation arbitre-entraîneur se dégrade peu à peu. Les problèmes constatés l'an passé nous poussent à redoubler nos efforts pour faire cesser le harcèlement et l'intimidation verbale subis par les arbitres de tous les niveaux. Cette année, il y aura un seul point d'emphase, et ce pour les arbitres de tous les niveaux, c'est-à-dire la relation entre les arbitres et les entraîneurs. Nous devons nous améliorer et rendre le sport sécuritaire. Conjointement avec la Fédération de basketball du Québec, un plan d'action a été établi et il y aura deux formations qui seront préparées, une pour les arbitres et une pour les entraîneurs de tous les niveaux. La formation des entraîneurs sera diffusée par la FBBQ est destinée à tous les programmes de basketball de la province pour que tous les entraîneurs soient formés sur les règles FIBA. Je recommande à tous les arbitres de visionner la portion entraîneur, qui dure moins de 10 minutes, puisqu'elle est axée sur la règle, tandis que celle destinée aux arbitres sera axée sur la façon d'arriver à nos fins pour que la règle soit respectée. Ces changements demanderont des efforts de votre part et demanderont à certains des ajustements dans leur façon de faire. Ne pensez plus à comment vous seul êtes capable de faire face à des mauvais commentaires, des mauvaises pratiques des entraîneurs, mais plutôt à comment tous les arbitres du Québec vont agir ensemble pour changer les choses et protéger l'intégrité de tous les participants. Du plus expérimentés aux plus jeunes, traçons la ligne ensemble pour rendre le basketball plaisant, juste et sécuritaire pour tous. Bon visionnement et surtout, merci de prendre charge des matchs sur votre territoire et de vous assurer que la règle est respectée. Bonne saison à tous. Depuis quelques années, un nombre grandissant de situations de violence verbale impliquant des entraîneurs ont été soulevées. Tous les matchs amateurs joués au Canada utilisent la règle FIBA. Cette règle est très différente de celle utilisée lors des matchs qu'on peut voir à la télévision américaine, joués avec des règles NBA, NCAA ou de niveau secondaire américain. Il est temps de faire la différence et d'appliquer nos règles FIBA. Suite à ces observations, il nous apparaît nécessaire d'offrir cette formation pour poursuivre l'éducation face à la sécurité de tous les participants et pour assurer un match juste et équitable pour les deux équipes qui s'opposent. Enfreindre les règles, crier après un arbitre, un joueur, un officiel de table ou tout autre participant ne doit pas être toléré. Il est temps de changer ensemble les façons de faire en utilisant les règles actuelles afin de replacer et renforcer la ligne de conduite appropriée. Le but de la formation, c'est une brève révision de la règle FIBA, l'emphase sur les limites physiques de la zone du banc d'équipe, être juste pour les deux équipes. On va voir 3 outils pour faire respecter les règles, les 9 gestes gagnants pour réussir à faire respecter la règle. On va voir des exemples de comportements à sanctionner. Puis évidemment, on veut favoriser la rétention des arbitres en changeant notre façon de faire. Tout le document que je vous présente est basé sur les règles 2022 qui ont été modifiées au 1er octobre 2022 de la règle FIBA. Nous connaissons les règles. Nous les utilisons, les lisons et nous sommes testés à chaque année. Les articles 7.3 à 7.6 dictent ce qui est autorisé pour tout le personnel des bancs d'équipe. Il s'agit d'outils que vous possédez pour contrôler les matchs. Apprenez-les et utilisez-les. Je vous invite à les lire en intégralité. En voici un résumé. L'article 7.3 et 7.4
parle du banc d'équipe et du personnel qui doit rester dans sa zone. Donc, l'entraîneur et le personnel doivent demeurer à l'intérieur de la zone du banc d'équipe. L'entraîneur ou l'entraîneur adjoint peuvent aller à la table de marque seulement lors d'un arrêt de jeu, et ce, pour des raisons statistiques seulement. L'entraîneur n'a pas besoin d'aller à la table de marque pour demander un temps mort. À 5 mètres de la table, il a juste besoin d'un contact visuel puis de faire un signe le geste de temps mort. Alors, les entraîneurs qui vous diront « Ouais, mais je dois aller à la table pour vérifier ci, vérifier ça », c'est selon la règle seulement durant les arrêts de jeu qu'il peut se rendre à la table. On voit ici la règle pour la ligne de fond. Ligne de fond jusqu'à 5 mètres ici. Si jamais le terrain est plus petit, ben on sert ici de la ligne, ici de la remise en jeu. On voit ici tout ce qui est rouge et jaune. Personne des bancs d'équipe peut aller là durant que le temps se déroule, à moins que ce soit des joueurs pour aller demander un changement à la table. Qui est responsable d'installer cette ligne? La ligne est présente sur la majorité des terrains. Si elle est absente, il est de la responsabilité de l'équipe locale d'en installer une. Si la ligne est absente, vous prenez une ligne qui est environ en même place pour le match, puis vous dites aux entraîneurs, on va prendre cette ligne-là pour le match. Évidemment, on ne laissera pas ça comme ça. On fait un rapport écrit à son association régionale, et puis lui, il va envoyer un message à la Ligue. La Ligue devrait envoyer un message à l'école pour que la ligne soit placée. C'est plus aléatoire, c'est obligatoire d'avoir cette ligne-là parce que c'est pour protéger la santé psychologique des arbitres, puis aussi pour permettre un match juste et équitable pour les deux équipes. Beaucoup de raisons dictent ces règles. En voici quelques-unes. Créer une distance sécuritaire pour tous, ne pas bloquer la vue des officiels de table, ne pas déranger le travail des arbitres sur le terrain, ne pas gêner les remises en jeu, ne pas gêner le travail des arbitres alors qu'ils rapportent une faute à la table de marque et essayer de les influencer. Et c'est aussi pour éviter les conflits entre équipes. Voici un exemple de violation de la règle. Ne peut pas être à l'extérieur du banc d'équipe pour s'adresser aux arbitres, puis un seul entraîneur a le droit d'être debout lors du match. Donc ici, on voit qu'on a un entraîneur qui est à l'extérieur et on a un autre entraîneur qui, même s'il est à genoux, debout, ça veut dire lever du banc. Il peut être à genoux, accroupi, il faut qu'il s'assoie sur son banc. Donc, voici maintenant le résumé pour l'article 7.5 et 7.6. Ça donne une obligation de s'adresser de façon courtoise aux arbitres. Communiquer pour obtenir une information, pas pour émettre des commentaires. Communiquer lorsque le ballon est mort et le temps est arrêté. Ça, c'est très important. Un seul entraîneur peut être debout au même moment. Les entraîneurs peuvent s'adresser à leurs joueurs en demeurant à l'intérieur de la zone du banc d'équipe. L'entraîneur adjoint ne peut pas communiquer avec les arbitres. Ça, c'est tous des règles que vous pouvez lire en détail si vous allez à la règle FIBA, l'article 7.5 et 7.6. Ça, c'est un bref résumé de ça. Pourquoi qu'on veut que ces règles-là soient respectées? C'est pour créer un cadre juste et équitable pour les deux équipes. Créer une atmosphère sécuritaire pour tous les participants. Protéger la santé psychologique des arbitres. Rendre les échanges entre les arbitres et les entraîneurs plus harmonieux. Limiter le nombre d'interventions pour ne pas retarder le match. Et ne pas influencer injustement en sa faveur les arbitres. Si vous allez dans la version de la formation qui est faite pour les entraîneurs, on a vraiment en détail ce qu'on permet pour les entraîneurs et pour les arbitres lors d'un match. Je vous conseille d'aller voir cette formation. Ici, on a un exemple de ce qui est interdit. L'entraîneur qui est sur le terrain pour parler à ses joueurs. Ça lui donne un avantage puisqu'il va dans le terrain, il raccourcit l'espace. Puis en plus, c'est interdit d'être à l'extérieur du terrain parce que ça le rapproche des arbitres, ça le rapproche des joueurs et c'est dangereux pour les joueurs, pour lui et pour les officiels.
Ici, on a deux entraîneurs qui sont debout. Évidemment, on va voir un peu plus tard comment ce qu'on peut faire pour régler la situation. On voit ici deux situations qui sont interdites. Deux entraîneurs debout et un entraîneur à l'extérieur de la zone de banc qui finit ici. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais, pour l'instant, il est là. Si on dit rien, il va être ici le prochain coup, puis le prochain coup, il va être ici pour pouvoir parler à son joueur, pour être plus près de lui. Puis en même temps, si vous faites un appel, ben là, il va venir vous voir, puis il va être devant la table quand vous allez rapporter. Donc, on ne laisse rien au hasard. Ici, vous voyez, tout à l'heure, le coach était dans le jeu, personne n'a rien dit. Maintenant, on est un peu plus tard dans le match. Il est à l'extérieur encore de sa zone de banc d'équipe, puis maintenant, il s'adresse aux arbitres du match. En passant, j'ai pris des photos de matchs universitaires, mais je vous dirais que dans 80% des matchs joués au Québec, la règle n'est pas respectée, puis les arbitres, on est trop lousse, on laisse faire ça, puis ce qui arrive maintenant, c'est qu'on doit ramener ça à un endroit juste et équitable, sinon on perd des arbitres, on n'est pas capable de garder nos arbitres parce que les arbitres se font crier après, puis c'est un peu de notre faute parce que c'est nous qui permet ça depuis le début, depuis quelques années. On comprendra que on peut pas laisser un entraîneur faire ça. Il mine la crédibilité des officiels, en plus de leur parler pas de façon courtoise. Donc, ce geste mérite une faute technique. On va voir après comment est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à la situation. Nous avons trois outils disponibles pour faire cesser le comportement dérangeant des entraîneurs. Le premier outil, c'est l'avertissement amical. C'est un avertissement donné de façon informelle pour faire cesser un comportement ou une infraction mineure. Souvent, on va le donner lors d'un passage près du banc d'équipe. Exemple, attention, coach à la ligne, il faut se reculer. À la fin d'un temps mort, exemple, coach, les commentaires de votre assistant me dérangent, s'il vous plaît, les faire cesser. Au retour de la demi, quand on va aller chercher les équipes, quand on va croiser un coach, on va lui donner un petit avertissement amical pour faire cesser un comportement qui nous dérange. Ou à tout autre moment durant la partie. Alors, c'est un support vocal, on n'a pas besoin de lever sa main, puis on fait juste parler à l'entraîneur quand on le voit. Le deuxième outil qui est disponible, c'est un avertissement officiel. L'avertissement officiel. Cet avertissement doit être donné et, si possible, entendu de tous. L'arbitre siffle, lève le bras et ensuite émet son avertissement vocalement. Il assure ensuite que ses partenaires ont entendu l'avertissement. C'est un avertissement qui se donne sur un ballon mort, un dead ball. On n'arrêtera pas le jeu pour donner un avertissement. Si on arrête le jeu, on va donner une faute technique. L'avertissement est utilisé pour une infraction mineure où l'arbitre pense pouvoir dissuader le ou les gestes de recommencer. L'avertissement est optionnel et est un outil de contrôle supplémentaire. Il n'est pas obligatoire de donner un avertissement avant une faute technique. Ça, c'est très important. L'arbitre lève sa main, la main ouverte, la paume ouverte, et puis avec le support verbal, donne son avertissement à l'entraîneur de l'équipe en question. Le deuxième outil, c'est la règle. J'aimerais vous lire la règle ici. L'arbitre peut éviter des fautes techniques par des avertissements ou même ignorer des infractions techniques mineures de caractère administratif qui, de toute évidence, ne sont pas intentionnelles et n'ont aucun effet direct sur le jeu, à moins qu'il y ait répétition de la même infraction après avertissement. Donc, c'est dans la règle, il faut l'utiliser.
Le troisième outil de disponible, évidemment, c'est la faute technique. Le jeu est arrêté par l'arbitre, ou si c'est un dead ball, c'est la même chose. L'arbitre siffle tout en restant calme, il donne sa faute technique. La faute technique n'est pas une condamnation ou un excès de pouvoir de la part de l'arbitre. C'est juste une autre faute, pas différente d'un block charge ou d'un écran illégal. Mais il s'agit d'un objectif essentiel, maintenir l'intégrité, le respect et le bon déroulement du match. Paume ouverte, signe de technique, on reste calme, on va voir son partner, on va shooter du bon bord et puis on recommence le jeu. Maintenant, on va voir 9 gestes gagnants pour appliquer la règle. Le premier geste gagnant, c'est d'en parler dans la rencontre d'avant-match. On parle de la règle avec nos partenaires. On leur dit comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que la règle soit respectée et puis quels sont les agissements qui nous dérangent. C'est nouveau. Souvent, peut-être qu'on ne sera pas encore capable de faire face à ça, mais on va le voir un peu plus tard, comment faire. Peut-être le geste 6 ou 7 là, qui va nous expliquer à quel moment on peut contrôler les bancs d'équipe. Geste gagnant 2. Vérifier le terrain. Lorsqu'on arrive au match, 20 minutes avant, 15 minutes avant, on vient puis on regarde si les bancs d'équipe sont au bon endroit. Ici, on peut voir que les deux bancs d'équipe sont encore trop hauts, donc les entraîneurs se retrouvent en dehors de la zone des bancs. Ce qui va donner, c'est qu'ils vont se promener ici tout le match, ce qui va créer, un avantage pour l'entraîneur qui vient ici, qui veut parler à des joueurs, puis deux, ça va empêcher d'avoir notre espace sécuritaire pour les arbitres. On devrait avoir personne dans cette région-là pour nous cacher la vue, pour parler à la table. On va voir ici un autre terrain où c'est la même chose. Les coachs sont trop hauts. Et puis, durant le match, les coachs vont venir jusqu'à la table ici pour parler à leurs joueurs, pour parler aux arbitres, puis tout faire ça. Donc, on amène les bancs vers l'extérieur. On voit le même match qu'on avait tout à l'heure. Les deux entraîneurs se rendent jusqu'à la table tout le match. Donc, ils se promènent d'un bout à l'autre, puis il n'y a aucun espace sécuritaire pour les arbitres, pour les... Geste gagnant numéro 3. Parlez ouvertement avec les entraîneurs. Lorsque vous allez aller serrer la main des entraîneurs avant la partie, on fait aucune surprise, on leur parle. Est-ce que vous avez eu la formation? Maintenant, notre point d'emphase de cette année, on doit garder tout le monde dans la zone de banc d'équipe. Est-ce que vous le savez? Votre ligne, elle est là. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça. Puis vous dites, c'est notre interprète provincial qui nous oblige à faire ça parce qu'on doit protéger la sécurité de tout le monde et ainsi de suite. On peut y donner, puis on peut l'inviter à aller lire s'il n'y a pas eu sa formation, d'aller lire la formation qu'il aurait dû recevoir. Dans ce cas, le geste gagnant 4. Contrôler lorsque possible. Lors du match, là où les arbitres qui font face au banc doivent élargir leur vision pour scanner les bancs d'équipe et repérer tout problème. Le contrôle du match exige que les arbitres étendent leur vision au-delà des limites du terrain. Il s'agit d'une infraction mineure, on la repère et on la traite plus tard. On ne l'ignore pas. Maintenant, on ne peut plus ignorer rien. On voit ici la même séquence qu'on avait tout à l'heure, où il y avait deux entraîneurs debout. Ben, l'arbitre qui est ici peut voir ce qui se passe. Évidemment, il n'arrêtera pas le jeu pour dire vous asseyez. Mais quand il va passer ici, il va s'assurer, quand il va revenir de ce côté ici du terrain, il va s'assurer d'en parler. Au prochain temps mort, il va s'assurer d'en parler à ses coéquipiers pour faire cesser les gestes. Ici, on voit à deux arbitres. On a un arbitre qui est ici et un arbitre qui est là. Vous voyez que cet arbitre ici est en train de couvrir le ballon qui est ici. Il y a tous ces joueurs-là. L'autre arbitre qui est lead, ben, pendant qu'il n'y a pas le ballon, il peut regarder les deux joueurs, mais il ne se passe rien.
Il fait un petit contrôle à la table, voir est-ce que mes entraîneurs sont au bon endroit? Oui. Sinon, je vais devoir dealer avec dans quelques secondes. Sinon, tout va bien. Cinquième geste gagnant. Agir contre les commentaires négatifs. N'acceptez pas les commentaires répétitifs sur les appels sifflés ou non. L'arbitre qui entend ces commentaires peut donner une faute technique ou attendre le prochain arrêt de jeu pour donner un avertissement au banc d'équipe. Ignorer les commentaires dégradants ou répétitifs sur les arbitres et les appels nuit au match et mine l'intégrité des arbitres. Vous devez agir et ne rien ignorer. Ça ne veut pas dire qu'on va donner une faute technique tout de suite. Peut-être que tu préfères attendre le prochain arrêt, siffler fort, lever ta main puis dire « Coach, les commentaires répétitifs de marché de 3 secondes, on peut plus les entendre. Prochaine fois, ça va être une faute technique. » Puis là, à ce moment-là, tout le monde est au courant dans le gymnase. Si ça arrive encore, ben on peut le sanctionner d'une. On continue encore avec ça. Le sixième geste gagnant. Inciter l'entraîneur à agir correctement. L'arbitre qui passe près des bancs d'équipe et voit un problème. L'entraîneur qui est en dehors de sa zone, 2 entraîneurs debout, un joueur debout trop longtemps, qui célèbre trop longtemps, un joueur qui reste, un entraîneur qui reste debout. Il demande gentiment à l'entraîneur de régler le problème. Avertissement amical de courtoisie. On peut faire la même chose à la fin d'un temps mort. L'arbitre qui va chercher l'équipe et demander une correction, un problème. Toujours de façon amicale. On n'est pas obligé de faire un avertissement officiel si le geste est minime et puis si on pense qu'on peut le régler juste par petit. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le geste d'avertissement courtois peut être répété plusieurs fois pour une infraction mineure. Mais il doit y avoir amélioration. Si ça perdure, on doit agir avec un avertissement officiel ou une faute technique. Ou s'il n'y a aucune collaboration de la part de l'entraîneur lors d'un avertissement amical, nous devons agir immédiatement avec un avertissement officiel ou une faute technique. Donc ici, on a l'arbitre qui dit « S'il vous plaît, coach, retourne dans ta zone de banc d'équipe. » Si l'entraîneur ne bouge pas, il reste là, puis il te regarde, puis il dit « Non, moi, j'irai pas. » Ben, on poursuit tout de suite avec un avertissement. Avertissement, entraîneur est en dehors. L'avertissement est pas bon, l'entraîneur est pas coopératif. On peut lui donner tout de suite une faute technique. On n'a pas à attendre rien d'autre. Le septième geste gagnant. Sanctionner les fautes répétées. Si un mauvais comportement perdure, un avertissement officiel ou une faute technique doit être émis. Soyez conséquents. L'avertissement est bon pour tout le match. Agissez en conséquence. Si le comportement problématique revient, vous devez sanctionner immédiatement à nouveau, avec un avertissement ou avec une faute technique, s'il y a déjà eu un avertissement. On ne peut pas dire sans arrêt, tout le match, à l'entraîneur d'arrêter de nous crier après. Peut-être au début, on va pouvoir répéter plusieurs fois à l'entraîneur de se retourner dans sa zone de banc d'équipe quand il est en dehors. S'il est coopératif, on continue, puis on le ramène, puis on n'a pas besoin de donner de faute technique pour ça. S'il n'est pas coopératif, ben c'est là qu'on doit sanctionner. Huitième geste gagnant. Ne pas tolérer. Ce qu'on veut dire par là, c'est de ne pas ignorer les gestes illégaux des bancs d'équipe parce qu'ils ne s'adressent pas à vous. Un exemple, ce serait l'entraîneur qui est en dehors, proche de la table, puis dit « Oui, mais il ne me parle pas à moi, je le laisse là. » Il va être là, je vous garantis que durant le match, il va vous s'adresser à vous en dehors du banc d'équipe, puis là, on va être obligé de le sanctionner d'une faute technique. Donc, on n'ignore rien, on demande à l'entraîneur de s'en aller dans sa zone de banc d'équipe. La règle est claire. Protégez votre ou vos partenaires, vous êtes une équipe. Votre partenaire peut penser être plus tolérant que vous ou ne pas être capable de faire face à cette intimidation. Ça m'est arrivé souvent dans les matchs où mes partenaires sont pas capables en ce moment, de contrôler un entraîneur. C'est toi, en tant que partenaire, tu dois le faire respecter. Si un entraîneur vient de voir, il faut que tu aides ton coéquipier, l'autre arbitre, il siffle pas. On tolère pas ce genre de commentaires-là. On est une équipe. On va dire, oui, je m'en occupe, puis on parle pas de mon partenaire comme ça. Prenez charge du terrain et contrôlez ce. Le neuvième geste gagnant.
Parlez-en et rapportez-le. Après la partie, discutez du match entre vous et de ce qui vous a dérangé durant le match. Si un comportement dérangeant n'a pas été sanctionné, il est encore temps d'agir pour le faire cesser. Un court rapport doit être envoyé à votre assignateur et à votre association d'arbitres. Elle pourra alors aviser les arbitres du prochain match de cette équipe afin que la problématique se règle. Rapportez tout manquement de comportement, ne le gardez pas pour vous. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Voici un exemple de email qu'on enverrait. Rapport de match 99. Bonjour, lors du match, l'entraîneur de l'ado était sorti de sa zone de banc d'équipe presque tout le match. Depuis, il nous criait fréquemment après. Aucune faute technique n'a été donnée, mais ses agissements nous dérangeaient. Le coach de l'autre équipe a été OK tout le match. Nous aurions dû décerner une faute technique à cet entraîneur. Merci pour le suivi. Ce rapport-là va pouvoir être envoyé aux prochains arbitres du match qui, eux, vont commencer le match, vont repartir à zéro, mais ils vont être à l'écoute. Si l'entraîneur est encore en dehors, si l'entraîneur fait encore les mêmes gestes, on va essayer de le sanctionner. Puis si on le sanctionne, puis ça change pas, bien. Voici des exemples de comportements quelquefois tolérés qui doivent être sanctionnés d'un avertissement ou d'une faute technique directement. Tous ces comportements-là, j'ai été témoin de ça, c'était toléré et puis on faisait rien. Entraîneur adjoint qui crie marcher, faute, 3 secondes répétitivement alors que le jeu se poursuit. Commentaires répétitifs sur l'arbitrage tout au long de la partie. Moquerie envers les arbitres. Entraîneur qui va répétitivement sur le terrain de jeu ou au centre du terrain en dehors de la zone d'équipe. D'autres comportements. Un entraîneur adjoint qui demande des explications sur les appels aux arbitres durant le match, lors des temps morts ou à la demi. Rappelez-vous, selon l'article 7.6, seulement l'entraîneur peut parler avec les arbitres, justement pour éviter ce genre de commentaires. Un entraîneur qui crie ou parle fort d'un côté à l'autre du terrain à un arbitre pour lui parler de son dernier appel ou de celui de son collègue. Évidemment, si le ballon est en jeu, s'il me parle de l'autre côté, il crie devant tout le monde pour que tout le monde entende, donc il essaye de miner la crédibilité des arbitres. On ne peut pas tolérer ça. Tous ces comportements devraient faire l'objet d'une faute technique ou au minimum d'un avertissement. Connaissance, courage et les moyens. La connaissance, le courage et avoir les moyens nécessaires sont la clé pour arriver à contrôler les matchs. Avec ces deux formations, celle de l'entraîneur puis celle de l'arbitre, vous avez maintenant les connaissances et les moyens de réussir. Nous vous exhortons à trouver le courage d'appliquer les règles telles qu'elles sont. Ce faisant, vous défendez non seulement le caractère sacré du jeu, mais vous créez également un précédent en rappelant à toutes les personnes impliquées que l'esprit sportif est primordial. Le changement, c'est jamais facile. Ensemble, on va pouvoir faire changer les choses. La relation arbitre-entraîneur, c'est la plus importante dans les matchs, pour que les matchs se déroulent bien. Il est temps de replacer les choses et de les rendre sécuritaires et justes pour tous et toutes. Traçons ensemble la ligne pour un jeu sécuritaire et plaisant pour tous et toutes. Winston Churchill a déjà dit cette citation, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » Je crois que ça s'applique très bien. Je vous remercie. Passez une super saison 2023-2024. J'espère qu'il va y avoir des changements. Puis j'espère qu'on va avoir du plaisir à arbitrer puis qu'on va pouvoir garder nos nouveaux arbitres parce qu'on va changer les façons de faire puis que ça va être rendu plaisant d'être un arbitre de basketball. Merci.